Une jeune femme disparaît mystérieusement sur une autoroute déserte. Tout laisse penser qu'elle a succombé à une agression. Pour résoudre cette énigme, les experts disposent de quelques fibres de tissu rouge, de feuilles de papier essuie-tout et d'une empreinte de pneu. En dépit de cette maigre récolte, parviendront-ils à reconstituer les événements, à retrouver le corps de la victime et à identifier son meurtrier? C'est le jour de la fermeture de la chasse dans le Michigan, aux États-Unis. Une femme promène ses chiens dans la forêt. Soudain, elle s'écroule, frappée d'une balle en pleine poitrine. Dans un premier temps, les policiers concluent à un accident. Mais une analyse graphologique, un test balistique et une expérience physique tout à fait inédite leur font changer d'avis. La promeneuse était-elle le gibier d'un chasseur diabolique? Bonjour. Vous le savez, j'ai coutume de dire que la réalité dépasse la fiction, que les faits divers puisés dans le quotidien sont souvent plus intenses et étonnants que la plupart des histoires inventées pour le besoin des séries télévisées. Si vous doutez de cette théorie, le récit que je vais vous faire suffira, je pense, à vous en convaincre. Écoutez plutôt. L'autoroute 97 longe la partie orientale des monts Cascades, au nord-ouest des États-Unis. Cette autoroute, la principale de la région, est très fréquentée. Le nombre de camions qui l'empruntent est impressionnant. Par une belle matinée de juin, à l'aube, un homme qui circule sur l'autoroute traversant l'Oregon aperçoit un objet sur le bas-côté. Il s'arrête et découvre qu'il s'agit d'un sac de couchage. Il est allé l'inspecter pour voir s'il était en bon état. Comme c'était le cas, il l'a embarqué. Quand il l'examine d'un peu plus près, il découvre à l'intérieur une paire de tennis de femme et un sac à main. Le tout maculé de sang. J'ai tout de suite pensé qu'il devait y avoir un cadavre de femme quelque part le long de l'autoroute. Une femme ne laisse pas son sac à main dans un sac de couchage. Il n'y a pas d'argent dans le sac, mais un permis de conduire, celui d'une femme de 20 ans nommée Carrie Love. D'après le document, elle habite une petite ville à côté de Seattle, à environ 600 km de l'endroit où le sac de couchage a été découvert. La mère de Carrie déclare à la police que sa fille a quitté la maison quelques jours auparavant pour aller voir son père à Los Angeles. Elle m'a dit qu'elle allait rester chez son père quelques jours. Elle s'en réjouissait beaucoup, car ça faisait pas mal de temps qu'elle ne l'avait pas vu. On a marché des kilomètres parallèlement à l'autoroute, d'un côté puis de l'autre, dans l'espoir de découvrir le corps ou des indices. Mais Kenneth Cooper ne découvre rien. Puis il se souvient d'une aire de repos assez isolée, située à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où le sac de couchage a été découvert. C'est un endroit très isolé. La nuit, il n'y a aucune lumière, on est plongé dans le noir. Si j'avais été un meurtrier, c'est là que j'aurais jeté le corps de ma victime. Il y avait des traces par terre sur le gravier. On aurait dit que quelqu'un avait traîné quelque chose. C'est là que les policiers découvrent le corps de Carrie Love, enseveli sous un tas de gravier. Ils trouvent, près du cadavre, quelques feuilles d'essuie-tout de couleur verte, avec des bouts de ruban adhésif à chaque extrémité. En les regardant de près, j'ai vu la forme d'un nez et d'un menton. Le meurtrier s'en était servi pour étouffer sa victime. Ces traces étaient celles du mucus et de la salive desséchée qui s'étaient épanchées du nez et de la bouche de Carrie après son décès. Nous nous sommes appliqués à préserver tous les indices afin de les faire analyser plus tard dans nos laboratoires. Les échantillons de sang, bien sûr, et les empreintes digitales. Quand on se trouve sur les lieux d'un tel meurtre, il est indispensable de relever et de conserver soigneusement le moindre indice. Les enquêteurs sont convaincus qu'il existe quelque part sur les lieux du crime un indice qui les conduira jusqu'à l'assassin. Mais encore faut-il trouver cet indice. Cette jeune femme était morte. C'était parfaitement injuste. Je me devais de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que le coupable soit puni.
Le corps de Karylov est découvert sur le terrain de chasse d'un tueur en série, l'un des plus redoutables qui ait jamais sévi aux États-Unis. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'elle avait été assassinée par le tueur de Green River. Plus d'une quarantaine de femmes ont été assassinées dans la région. Et à cette époque, le tueur de Green River n'a toujours pas été appréhendé. Avant de soulever le corps de Carrie de sa tombe de gravier, les experts médico-légaux prennent soin de relever le plus d'indices possible. On a découvert un peu plus tard des indices sur le corps qu'on aurait peut-être perdu si on l'avait traîné pour le sortir. Il y avait collé sur l'abdomen une boulette de peluche composée d'une douzaine de fibres textiles différentes. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie de Carrie révélera ce qui s'est passé au cours de ses derniers instants de vie. L'autopsie a duré un peu plus de 9 heures, parce qu'on n'a absolument rien laissé passer. Elle a été menée avec une rigueur exceptionnelle, et tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire, on ne peut pas trouver mieux dans le métier. En pratiquant l'autopsie, le légiste découvre quelques fibres de coton rouge sous les ongles de la victime, ce qui prouve qu'elle s'est sauvagement débattue avant de succomber. Des traces d'hémorragie dans les globes oculaires indiquent par ailleurs que la cause de la mort est due à une asphyxie et non aux coups de couteau qui lui ont perforé le thorax. Le médecin observe encore qu'un étrange dessin s'est imprimé à la surface des hématomes qui couvrent son bras gauche et sa poitrine. S'il s'agit bien d'une empreinte de pneu, comme il le suppose, les enquêteurs disposent enfin d'un indice prometteur pour traquer l'assassin. On aurait dit qu'ils avaient été causés par le flanc d'un pneu qui aurait roulé sur le bras. Leur dessin était extrêmement géométrique et parfaitement visible. Ça formait un carré, puis une partie arrondie, puis un autre carré. Dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à l'empreinte d'un pneu. Les feuilles d'essuie-tout retrouvées près du corps de Carrie n'ont à première vue rien d'exceptionnel. Mais en les étudiant, le criminologue Mike Howard découvre une singularité. En tenant une feuille devant une lampe, j'ai vu des petits trous le long du bord. Chaque marque d'essuie-tout possède son propre motif d'impression. Il est produit par d'énormes rouleaux durant sa fabrication. Ces rouleaux, quand ils sont usés, perforent parfois le papier, et de ce fait, ils laissent des trous. Dans le cas qui nous intéresse, les feuilles d'essuie-tout étaient légèrement abîmées là où le rouleau les avait transpercées, laissant des trous ici et là comme disposés au hasard. J'ai acheté une centaine de rouleaux d'essuie-tout dans différents magasins. Aucun ne présentait ce genre de perforation. Les policiers apprennent que Karylov travaillait comme dispatcher pour une petite compagnie de transport routier, la Northern Star, dont le propriétaire est un certain Jesse Pratt. En voyant sa photo, j'ai cru qu'il faisait partie des Hells Angels. Ça a été ma première impression. Il avait une tignasse longue et bouclée, une mine patibulaire au possible. Il était complètement débraillé. Le genre à vous flanquer une sacrée frousse. Pratt raconte à la police qu'il a proposé à Carrie de la conduire jusqu'à Los Angeles dans son camion. Mais préférant prendre l'avion, la jeune fille aurait décliné son offre. Selon Jesse, Carrie avait décidé de ne pas faire la route jusqu'à Los Angeles. Elle lui aurait demandé de la laisser plutôt à l'aéroport SeaTac de Seattle. Pourtant, le nom de Carrie ne figure sur aucune liste des passagers. J'ai tout de suite vu que cette histoire ne tenait pas debout, mais il lui fallait bien inventer quelque chose. En vérifiant dans leur banque de données, les policiers découvrent que Pratt a été marié 4 fois, que c'est un homme violent et qu'il a un passé chargé. Il aurait battu chacune de ses épouses. Pire encore, il a écopé de 10 ans de prison en 1981 pour l'enlèvement de sa petite amie. Mais il a été libéré après seulement 10 mois de détention. Il avait été incarcéré dans la prison de Walla Walla. Malheureusement, il a été libéré plus tôt qu'il n'aurait dû. Certaines de ses anciennes fréquentations l'ont même accusé de proxénétisme. Il a tenté de prostituer toutes ses petites amies. Ce n'était qu'une question de temps et il est surprenant qu'il n'ait pas fait davantage de victimes.
Jesse Pratt est le meurtrier le plus détraqué et le plus dangereux à qui j'ai jamais eu affaire. Et pourtant, j'en vois des criminels. Quand la police perquisitionne le camion de Pratt, elle ne découvre d'abord aucun indice particulier. Il était évident qu'il avait été nettoyé de fond en comble. Il n'y avait pratiquement aucune empreinte. C'est maintenant une certitude. Jesse Pratt s'est efforcé de faire disparaître les preuves qui pouvaient conduire à sa culpabilité dans le meurtre de la jeune femme. Tandis que les experts médico-légaux s'emploient malgré tout à mettre à jour le moindre indice en fouillant les endroits les plus inattendus de son camion, les enquêteurs poursuivent leur interrogatoire. Pratt confesse que Carrie Love lui a servi de secrétaire pendant qu'il faisait ses livraisons. Il affirme ensuite l'avoir déposée à l'aéroport de Seattle, poursuivant seul sa route vers Los Angeles. Bien que les policiers doutent de cette version, il leur faut collecter des faits matériels pour confondre le suspect et pouvoir l'inculper. On a trouvé dans l'habitacle du camion 2 rouleaux d'essuie-tout d'une certaine marque, dont un entamé. Il est de la même marque et de la même couleur que celui dont le meurtrier s'est servi pour asphyxier la jeune femme. J'ai analysé le pigment vert de ces 2 essuie-tout et il était identique. Ensuite, j'ai passé les feuilles au spectromètre à fluorescence X pour y rechercher la moindre trace de métal. Du métal dans du papier essuie-tout? Il y en a en effet. Quand on réduit le bois en pâte à papier, on supprime l'excédent de fibres avec du sulfure. Une infime quantité de ce sulfure, ainsi qu'un peu de sodium contenu dans le bois, reste imbibé dans le papier. Avant de procéder à l'analyse spectrométrique, Michael Howard doit réduire chaque échantillon d'essuie-tout en cendres. Puis il y ajoute un composé chimique neutre et le place dans le spectromètre à fluorescence. Sous l'effet des rayons X, les traces de métaux deviennent phosphorescentes. Il s'avère que les 2 échantillons possèdent la même quantité de sulfure, de sodium, de potassium et autres métaux. Cette parfaite similitude nous a permis d'établir le lien entre les feuilles retrouvées près de la victime et le rouleau d'essuie-tout découvert dans le camion. De plus, les feuilles d'essuie-tout du camion possèdent les mêmes perforations, disposées de façon identique que celles découvertes sur la scène du crime. Puis, les experts médico-légaux comparent les fibres de coton rouge découvertes sous les ongles de Carrie avec celles prélevées sur le t-shirt rouge que Pratt portait durant son interrogatoire. Leur étude au microscope révèle qu'elles sont identiques. Même tissu, même teinture. Il était clair qu'elle avait griffé son t-shirt. C'était peut-être arrivé dans un moment de passion, ou de haine, ou au cours d'une bagarre. La police a également découvert quelques fibres du sac de couchage lors de la perquisition du camion de Pratt. Ces quelques fibres nous ont permis d'établir le lien entre le camion et l'endroit où le meurtrier s'est débarrassé du sac de couchage de Carrie. Enfin, dans le bureau de Pratt, Cooper découvre une autre piste. Il s'agit d'un reçu pour un plein d'essence effectué la veille de la découverte du corps. Il avait fait le plein dans une station-service. Cooper appelle aussitôt la station-service pour savoir si quelqu'un se souvient de Jesse Pratt. Le type m'a dit, le conducteur portait une barbe et il avait une grosse bedaine. J'ai eu le souffle coupé tant j'avais du mal à croire à la précision de son souvenir. Je lui ai demandé si un autre détail l'avait frappé. Il m'a répondu, oui, il était accompagné d'une fille très jeune et plutôt jolie. Quand les policiers le confrontent à ce témoignage et aux preuves médico-légales, Pratt change immédiatement son récit. Il reconnaît que Carrie a dormi dans la cabine de son camion et qu'ils ont fait l'amour, affirmant qu'elle était consentante. Il l'accuse de lui avoir volé de l'argent pendant le voyage. Il se serait mis en colère contre elle et il se serait disputé. Une fois sur l'autoroute, il en aurait eu assez et l'aurait viré de son camion en pleine nuit en lui disant « Débrouille-toi toute seule ». Cette histoire est totalement ridicule. Si j'avais été un juré, je l'aurais déclaré coupable de meurtre rien que pour ça.
Il m'a regardé droit dans les yeux pendant tout l'interrogatoire, mais son comportement et son ton de voix m'ont convaincu qu'il mentait. Qu'il me racontait n'importe quoi pour m'emberlificoter. Les policiers décident alors de procéder à une analyse supplémentaire. Ils demandent à un expert d'examiner les pneus du camion de Pratt pour voir si les empreintes coïncident avec les marques découvertes sur le corps de Carrie. Les enquêteurs savent qu'un véhicule, certainement celui du meurtrier, a roulé sur le corps de Carrie après son décès. En effet, l'autopsie a révélé une empreinte de pneu sur son thorax et une étrange trace de friction, comme une brûlure, sur son bras gauche. Cette trace ressemble à l'empreinte du flanc d'un pneu de camion. Ce n'était pas le dessous du pneu qui avait laissé cette trace, mais bien sa partie latérale. Afin de voir si les blessures sont dues aux pneus du camion de Pratt, les enquêteurs font appel à Peter MacDonald, un expert en la matière. Ils avaient entendu parler de moi et ont pensé que je pourrais leur être utile. MacDonald relève tout d'abord les empreintes de sculpture sur chacun des 18 pneus du camion. Au premier coup d'œil, il s'aperçoit qu'ils ont été récemment rechappés. Pour une raison encore inexpliquée, les sculptures des nouvelles chapes sont toutes différentes. Après un examen attentif, l'expert constate que l'empreinte du pneu imprimée sur le thorax de Carrie ressemble à celle du pneu arrière droit du camion de Pratt. Mais les sculptures latérales du pneu et la marque de brûlure relevée sur l'avant-bras de la victime sont-elles concordantes? Pour rechapper un pneu, on remplace la bande de roulement usée par une couche de caoutchouc neuve que l'on colle sur le pneu. Elle est fixée à ses deux extrémités. MacDonald s'intéresse plus particulièrement à ce point de fixation. En plaçant une feuille de papier sur le flanc du pneu, il relève l'empreinte des sculptures et obtient le dessin d'une petite barre suivie d'un carré arrondi. Au point de colle des deux extrémités de la nouvelle chape, il remarque que la barre est plus courte que partout ailleurs sur le pneu. Cet indice sera-t-il suffisant pour relier la victime au camion de Jesse Pratt? Cette barre m'a particulièrement intrigué en raison de sa singularité. En effet, on ne la trouve qu'au point de fixation des deux extrémités de la nouvelle chape. De retour dans son laboratoire, MacDonald découpe la forme de la sculpture et la monte sur un tampon qu'il enduit d'encre. Puis il applique ce dernier sur son bras. Le dessin ainsi obtenu est identique à la marque de brûlure sur le bras de Carrie et il correspond parfaitement aux sculptures sur le flanc du pneu du camion de Pratt. Les deux dessins ont la même courte barre au point de fixation de la nouvelle chape. Cette même barre était visible sur le bras de la victime. Sans cette caractéristique, je n'aurais pas pu faire une identification positive. MacDonald relève un numéro de série XZA 9219 sur le pneu nouvellement rechappé, ce qui lui permet de remonter jusqu'au garage qui a effectué la réparation. Son directeur lui apprend que le pneu a été rechappé 2 mois avant le meurtre de Carrie. Il lui révèle également le nom de la personne qui a payé la facture. Le tout s'élevait à 278 $ et avait été réglé par chèque. Ce chèque était signé de la main de Carrie Love. Le nombre de femmes qu'il a agressées par le passé, avant le meurtre de Carrie, prouve que cet individu ne peut pas être laissé en liberté et qu'il doit être tenu responsable de ce qu'il a fait. Selon le procureur, Carrie a accepté que Pratt la conduise jusqu'à Los Angeles. Chemin faisant, il a exigé que la jeune fille couche avec lui. Carrie a repoussé ses avances et une lutte s'en est suivie. Au vu des preuves médico-légales, Pratt lui a couvert le visage avec des feuilles d'essuie-tout et il l'a poignardé. En se débattant, Carrie a saisi son t-shirt
Ce sont les fibres de ce t-shirt qui permettront aux enquêteurs d'établir l'implication de Pratt dans le meurtre. Ivre de vengeance, Pratt est passé sur le corps de sa victime avec son camion. Plus tard, il a caché le corps sous un tas de gravier près de l'aire de repos. Puis il a jeté le sac de couchage et les affaires de la jeune femme le long de l'autoroute. Toutes les preuves l'accusent. Les fibres de coton rouge découvertes sous les ongles de Carrie sont identiques à celles du t-shirt de Pratt. Les feuilles d'essuie-tout retrouvées près du corps proviennent du rouleau entamé découvert dans le camion. Les empreintes de pneus sur le bras de la victime correspondent à celles d'un pneu du camion du transporteur. Toutes ces preuves racontent la même histoire. Je savais que notre dossier était solide. Jesse Pratt est jugé et reconnu coupable de meurtre aggravé. Il est condamné à la peine de mort. On ne peut jamais être sûr de l'issue d'un procès parce qu'il est impossible de prédire le résultat des délibérations du jury. Un juré peut prendre l'ascendant sur les autres et anéantir tout le travail accompli par le procureur et son équipe. À mon avis, Jesse Pratt n'a jamais imaginé une seconde que les sculptures de ses pneus l'enverraient dans le couloir de la mort. Étant donné la sauvagerie avec laquelle il l'a tué puis mutilé, je suis vraiment content que ça lui soit retombé dessus, si on peut dire. C'est très gratifiant. J'exerce dans la région depuis 18 ans et c'est l'enquête la plus rigoureuse qu'il m'a jamais été donné de voir. Le déroulement de cette enquête a été incroyable. Dans ma prochaine incarnation, je veux être expert médico-légal. En 2005, Jesse Pratt fait appel de sa condamnation, arguant du fait que son avocat n'a pas plaidé la déficience mentale lors du procès. La Cour ayant rejeté cet appel, Pratt attend toujours l'exécution de la sentence dans le couloir de la mort de la prison où il croupit depuis 17 ans déjà. Bien que son cas ne m'inspire aucune compassion, l'argument de Pratt était néanmoins recevable. En effet, après examen médical, le docteur Colby, neuropsychiatre, avait attribué au détenu un QI de 77, ce qu'il assimilait à un faible d'esprit. Il avait par ailleurs détecté chez lui de graves dommages cérébraux pouvant expliquer un comportement ultra-violent. Pour autant, le médecin avait estimé que si Pratt avait suivi un traitement médicamenteux approprié, il aurait sans doute pu contrôler ses excès de fureur. Le docteur Underwager, spécialiste des délinquants pervers et déviants, a confirmé le diagnostic de son confrère. Selon lui, Pratt avait été sexuellement abusé à maintes reprises durant son enfance, ce qui l'aurait contraint à adopter plus tard une conduite sadomasochiste envers les femmes. Pour sa défense, le meurtrier a expliqué à son tour que sa violence était la conséquence du trauma crânien qu'il avait subi en ayant été heurté par un camion. Quoi qu'il en soit, sans l'extraordinaire subtilité de l'enquête menée par les experts médico-légaux, un redoutable prédateur terroriserait toujours les routes américaines. Notre seconde histoire se déroule sur la péninsule nord du Michigan. C'est une zone de forêt peu peuplée et habituellement sans danger. C'est pourquoi quand une jeune femme est tuée par balle alors qu'elle se promène avec ses chiens, l'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe. La péninsule nord du Michigan couvre plus de 40 km² de forêt peu peuplée. Une région calme et habituellement sans danger. Disons que si quelqu'un se faisait voler son vélo, ça ferait la une du journal. Ici, les habitants ont plus de problèmes avec les chasseurs qu'avec les criminels. Un jour, ma belle-fille était en train d'étendre son linge et des balles lui ont sifflé aux oreilles. Et pourtant, ce n'était même pas la saison du chevreuil. En 1992, le dernier jour de la saison du chevreuil, Judy Blake Moylanen part en promenade dans les bois avec ses 5 chiens. Les chiens finissent par rentrer à la maison, mais pas Judy. La mère de Judy et une voisine partent à sa recherche.
Il la retrouve sur un chemin forestier. 70705, nous avons un accident de chasse au bout de Cherry Lane. À la sortie de la M38. Judy est morte. Elle a reçu une balle de fusil dans la poitrine. Cela ressemble à un accident. Quelqu'un m'a appelé. On m'a raconté ce qui s'était passé. J'ai senti mon estomac se nouer complètement. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, non. Les balles de fusil très puissants peuvent avoir souvent une portée de près de 5 km, voire plus. Et de temps en temps, il y en a une qui atterrit au mauvais endroit. Les voisins disent avoir entendu un coup de fusil peu après 14 heures. L'enquête prend du retard parce que la balle qui a tué Judy reste introuvable parmi les broussailles. Il n'y avait pas de balle. J'ai trouvé une balle plus ancienne, elle était sous la terre, légèrement corrodée. On l'a examinée, mais il a été établi que ce n'était probablement pas le projectile qu'on cherchait. Les enquêteurs trouvent l'endroit que la balle a heurté après avoir tué Judy. Je crois que ce soir-là, ils ont remarqué une encoche, une marque laissée par une balle sur un arbre dans le secteur. Judy est mariée à Bruce depuis 14 ans et ils ont une fille âgée de 3 ans. Bruce travaille comme expert en assurance et il affirme avoir un alibi pour le jour de l'accident. Il a présenté une liste de 28 personnes différentes qui, selon lui, pouvaient lui fournir un alibi pour cette journée à partir de 8 h du matin jusqu'à 18 h ou 18 h 30. Il est furieux que sa femme n'ait pas été plus prudente. Il reprochait plus ou moins à sa femme de ne pas s'être habillée en orange ce jour-là pour aller en forêt. Je me suis dit que c'était très déplacé, vu les circonstances. Bruce fait plusieurs déclarations étranges concernant sa femme et les enquêteurs commencent à se demander si la mort de Judy est vraiment un accident. Quelques jours après l'enterrement de Judy Molanen, plusieurs amies remarquent que son mari a un comportement bizarre. L'une d'entre elles affirme qu'il lui a fait des avances. Il m'a demandé si je voulais vivre avec lui, si on pouvait être plus que des amis, ce genre de choses. Je n'en revenais pas. Sa femme était morte depuis 15 jours à peine, et voilà qu'il disait des choses pareilles. Il y a également un autre incident bizarre. Après l'enterrement, Bruce donne certains des vêtements de Judy à une amie, Gail Lampinen. Et parmi ces vêtements se trouve une lettre. Cette lettre était adressée à Gail. Elle est censée avoir été écrite par la victime, Judy Molanen, et elle est signée Jude, qui était le petit surnom intime de Judy. Mais Judy connaissait peu Gail. Elle ne l'avait rencontrée qu'une ou deux fois en passant. Quand j'ai lu la lettre, je me trouvais dans la cuisine. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» En gros, la lettre disait « J'ai des problèmes de couple. Bruce et moi, on s'éloigne. Il a sa vie, j'ai la mienne. Je vous en prie, aidez-le à trouver quelqu'un d'autre. » C'était ce genre de choses. Mais ce qui m'a fait réagir, c'est le post-scriptum qui disait « Il est génial au lit. » J'ai trouvé très bizarre qu'elle écrive une chose pareille. Gail raconte à la police que Bruce s'est comporté de manière déplacée avec elle au cours des mois qui ont précédé la mort de Judy. Bruce a vraiment craqué, il s'est mis à suivre des gens. Voilà ce qui s'est passé. Il a commencé à venir ici et à beaucoup téléphoner. Il nous a invités à aller au ski ou à faire différentes choses, mais on a refusé. On s'est aperçu que Bruce nous avait caché toute une partie de sa personnalité. Pour voir si la lettre est authentique, la police la confie à un expert en documents du service médico-légal. On m'a demandé de comparer la lettre à des échantillons d'écriture de Judy Molanen. Stegall remarque que l'écriture est lente et réfléchie. Ça peut laisser supposer que ce document est un faux, fait par quelqu'un qui essaie de maquiller son écriture ou d'imiter celle d'une autre personne. Il y a plusieurs caractéristiques qui ne concordent pas avec les échantillons d'écriture de Judy.
Dans l'échantillon d'écriture de Judy, le bout du T se termine par un arrondi, on dirait presque un B. Et sur l'échantillon en question, le T et le H sont complètement séparés. Il n'y a pas cette forme arrondie et le croisement du T est très court. Il manque toutes les habitudes de Judy. Sa façon de former les lettres, de les lier les unes aux autres, de finir les mots, de faire la croix du T, les directions du trait. L'expert en conclut que la lettre est un faux. Lorsque quelqu'un écrit sur une feuille de papier, la pression du stylo laisse une marque sur la page du dessous qui contient davantage d'électricité statique que les autres fibres du papier. Ainsi, dans l'espoir de découvrir une première couche d'écriture, Stiegel place une fine feuille de plastique transparent sur la lettre. Puis, il se sert d'une baguette électrique pour créer une charge électrostatique. Ensuite, on prend de l'encre et on en asperge la surface de la feuille de plastique. Et les zones qui ont la charge la plus forte vont attirer la poudre noire ou l'encre vers elles, ce qui va créer une image. Cela révèle que quelqu'un s'est entraîné à écrire une première version de cette lettre sur la page qui se trouvait au-dessus, ce qui est fréquent quand on fait un faux. Stiegel compare la lettre aux échantillons d'écriture de Bruce et il en conclut que ce dernier est l'auteur de la lettre. Dire que cet homme a eu l'audace d'écrire ça et de l'attribuer à sa femme alors qu'elle venait de mourir dans un accident de chasse. Je n'y ai pas pensé parce que je me disais que la personne que je connaissais ne pouvait pas être capable d'une chose pareille. Puis, les enquêteurs découvrent autre chose. Un an auparavant, Judy est blessée à la tête par un gros parpaing de cheminée qui glisse accidentellement du toit, tandis que Bruce est en train de le réparer. Et cet accident a failli coûter la vie à Judy. Elle a eu de la chance d'y survivre. Une autre fois, un feu se déclare chez les moelles à naine alors que Judy est en train de dormir seule à la maison. Heureusement, elle se réveille à temps pour appeler les pompiers. Mais elle a gardé ça pour elle. Je crois qu'elle n'en a parlé qu'à une ou deux personnes. C'était tout simplement bizarre. Bien sûr, bizarre ne signifie pas coupable, mais ça peut certainement servir de base au meurtre et au mobile. Enfin, la mort de Judy permet aussi à Bruce de toucher plus de 300 000 $ d'assurance vie. En 1992, dans cette région du Michigan, ça faisait beaucoup d'argent. Bruce parle également à Gail de la prime d'assurance vie, ce qu'elle prend comme une tentative maladroite de séduction vis-à-vis d'elle. À plusieurs reprises, il a essayé de me dire qu'il allait être financièrement à l'aise, au point de pouvoir démissionner de son travail pour se consacrer à ses animaux. On n'a pas mis longtemps à se rendre compte que quelque chose clochait. Ce n'était pas un simple accident. Cette affirmation est peut-être bien en dessous de la vérité. Judy était une femme qui se souciait beaucoup des autres. Elle aurait fait n'importe quoi pour aider quelqu'un. Lorsque Judy Moalanen, âgée de 35 ans, est tuée dans un affreux accident de chasse, son mari Bruce a un alibi pour la journée entière. Mais la police trouve un témoin qui affirme avoir vu Bruce chasser seul ce jour-là, ce qui contredit son alibi. Il y a des gens qui prétendaient avoir vu Bruce vers 14h30, 14h15. Mais quand on a interrogé ces personnes de façon poussée, certaines n'ont même pas pu prouver qu'elles l'avaient vu. Il ne pouvait pas couvrir la période où il se trouvait dans les bois, et aucun témoin ne pouvait dire où il était à ce moment-là. En détaillant la scène de crime, les enquêteurs médico-légaux découvrent ce qui ressemble à une éraflure sur un arbre à environ 12 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le cadavre de Judy. Ils appliquent sur l'écorce un produit chimique qui vire au violet en présence de plomb. Le test est positif, ce qui prouve qu'une balle a bien percuté l'arbre. Durant des semaines, Dan Castle essaie de la trouver à l'aide d'un détecteur de métal, sans succès. Sachant que le temps joue contre lui, il persiste avec acharnement, car il n'ignore pas que l'issue de l'enquête repose en grande partie sur l'analyse du projectile.
Je savais que la balle était là, seulement je cherchais dans le mauvais secteur. Et ça commençait à m'énerver, je savais que le temps allait changer. On était censé avoir beaucoup de froid et de neige. Finalement, il décide de tenter une nouvelle expérience. Il se sert d'un lance-pierre pour recréer la trajectoire de la balle. Il sait où se trouvait Judy quand elle a été touchée et où la balle a touché l'arbre. Il lance donc des billes vers l'arbre selon le même angle de trajectoire que la balle fatale. J'ai essayé de me placer au même endroit que la balle et j'entendais les billes ricocher sur les branches et les feuilles dans les bois. Une des billes qui a touché l'arbre a ricoché dessus presque à angle droit. Je crois que c'était à environ 30 mètres de l'arbre. Lorsque Castle regarde autour de la zone, il découvre la balle. C'était simplement un coup de chance. J'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Pour moi, c'est remarquable le fait qu'il ait pensé à faire cette expérience et qu'il soit allé dans les bois pour essayer de savoir où une balle pouvait bien aller après avoir touché un arbre. Ray Kenny, expert en armes à feu auprès de la police du Michigan, analyse le projectile pour voir s'il s'agit de la balle qui a tué Judy Moilanen. L'enveloppe de cuivre est endommagée, ce qui n'a rien d'inhabituel. Mais il découvre une preuve importante enfermée à l'intérieur. J'ai fait levier sur l'arrière de la balle et j'ai récupéré des substances. Il y avait du bois et des fibres. Les experts en médecine légale ont enfin une piste. Il s'agit du bois et de la mousse de l'arbre marqués par la balle. Et le projectile recèle d'autres preuves. Il y avait d'autres sortes de fibres. Je voyais une minuscule fibre rose. La fibre de coton rose étudiée au microscope se révèle similaire à celle de la chemise portée par Judy. La fibre noire correspond à celle du blouson et le fragment de plume au duvet trouvé dans la doublure du blouson de la victime. Cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la balle qui a tué Judy Moilanen. C'est un projectile de calibre 7,62. Il peut avoir été tiré d'une arme de guerre comme d'un fusil destiné à la chasse au gros gibier. C'était une avancée incroyable dans cette affaire. Pendant très longtemps, Moilanen n'en a rien su. Il ne se doutait pas que la balle avait été retrouvée. Les enquêteurs recherchent tous les fusils qui auraient pu tirer cette balle et identifient 4 fabricants possibles. Bruce Moilanen n'y possédait l'un de ces fusils. Mais dans les documents financiers du couple, on trouve des papiers concernant un prêt bancaire récent. Et la collection d'armes de Bruce est citée comme nantissement. On a trouvé une liste de biens dans laquelle figurait un fusil dont il a omis de nous parler. Un Savage de calibre 7,62 dont la portée concordait avec une arme qui aurait pu tirer la balle en question. C'était donc un élément clé pour nous. Bruce chassait, mais pas de chevreuil. C'est sa femme qu'il chassait. L'accusation pense que Bruce Moilanen a déjà essayé de tuer sa femme auparavant. Un an plus tôt, tandis que Bruce est sur le toit pour réparer la cheminée, un parpaing tombe mystérieusement et blesse Judy à la tête. Elle survit à cet incident. L'accusation pense aussi que Bruce a allumé un feu suspect et y voit une autre tentative de tuer Judy. C'est vraiment incroyable que cet homme ait pu faire une chose pareille alors que sa femme et son enfant dormaient dans la maison. Le procureur essaie d'imaginer le mobile et le déroulement du crime. Et voilà son hypothèse. Après ces 2 essais infructueux, Bruce Moilanen profite de la saison de la chasse pour tenter une nouvelle fois de tuer son épouse. Embusqué dans la forêt, il attend qu'elle se promène avec ses chiens pour la mettre en joue à distance. La balle traverse le blouson en duvet et la chemise en coton rouge de Judy. Puis, elle heurte un arbre et ricoche sur le sol. Bruce se débarrasse ensuite de son arme, espérant que la balle restera introuvable, égarée quelque part
dans le sous-bois. S'apprêtant à faire main basse sur les 300 000 $ de la prime de l'assurance vie, il poursuit Gaëlle Lampinen de son assiduité, même si elle est mariée et ne répond pas à ses avances. Pour infléchir sa décision, il pousse la perversion en vantant ses prouesses sexuelles dans le post-scriptum de la fausse lettre attribuée à Judy qu'il lui fait parvenir. Le crime aurait pu être parfait. Mais les experts médico-légaux retrouvent la balle fatale dans la forêt et l'analyse électrostatique de la lettre prouve bientôt que Bruce s'est entraîné à imiter l'écriture de sa femme. Il n'est pas possible d'imiter l'écriture de quelqu'un d'autre à 100%. On peut intégrer quelques-unes de ses habitudes d'écriture, mais certaines des nôtres finissent par apparaître. J'ai l'impression que son véritable mobile, c'était Gaëlle Lampinen. Bruce se disait que s'il arrivait à se débarrasser de Judy, il pourrait alors séduire Gaëlle, qu'ils partiraient ensemble et seraient heureux pour toujours. Au cours d'un interrogatoire de police, Bruce découvre les preuves médico-légales. Les policiers affirment clairement que Gaëlle Lampinen ne veut pas de lui et qu'elle a su dès le départ que la lettre était un faux. À ce moment-là, Bruce passe aux aveux. Les policiers ont introduit le fait que Gaëlle Lampinen avait collaboré avec eux. Je pense que pour lui, ça a été un énorme choc affectif. Et je crois que c'est ce qui l'a fait craquer. On ne s'intéressait pas à lui, on n'avait aucune envie de faire des choses avec lui. On avait notre vie et on se disait simplement que si on l'ignorait, il finirait par renoncer, mais ça n'a pas été le cas. Bruce dit avoir jeté le fusil dans une rivière non loin de là, même si la police n'a pas pu le retrouver. Il réussit à corriger une erreur dans le rapport de l'expert médical. Bruce m'a appris qu'on s'était trompé dans notre analyse. On avait cru que Judy avait reçu la balle du côté gauche, alors qu'en fait, elle a été touchée par le côté droit de la poitrine, et que la balle est ressortie à gauche. J'ai senti que c'était un élément clé dans ses aveux, parce qu'il nous disait quelque chose que seule la personne qui avait tiré pouvait savoir. Il révèle également son mobile. Quel est le mobile de chacun pour tuer? Je pense que ça se résume à l'argent, à la cupidité. La mort de sa femme lui a permis de toucher 300 000 $. Il a dit que Judy était un tyran au travail, mais aussi un tyran à la maison. Il a dit qu'elle était une mauvaise cuisinière et qu'il finissait par cuisiner la plupart du temps. Il nous a raconté qu'il ne voulait pas divorcer parce que Judy aurait eu la moitié de tout, et il ne voulait pas renoncer à ses biens. Et c'est ce qui a causé la perte de Bruce, il était mesquin. Bruce Molanen est arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Malgré ses aveux, il plaide non coupable lors du procès. Il avait une excuse pour les aveux. Il y aurait été physiquement contraint. Il était épuisé. Vous allez savoir comment il a pris l'arme, visé sa femme et appuyé sur la détente, ce qui a entraîné la mort instantanée de Judy Molanen. L'accusation montre au jury la reconstitution faite par la police de la chute du parpaing. Bruce déclare qu'il a involontairement donné un coup de pied dans le parpaing, ce qui l'a fait tomber. La reconstitution prouve que c'est impossible. Le parpaing a dû être volontairement poussé. Mais les preuves médico-légales sont plus que suffisantes. Bruce Molanen est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Tous les éléments se sont assemblés. Certes, c'est très triste pour la famille, mais au moins on a pu leur donner la parole et leur rendre justice. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça les réconforte. Je trouve que les preuves médico-légales sont très importantes. Je ne pense pas qu'on aurait eu assez d'informations pour faire craquer Bruce sans ce type d'éléments. Je crois qu'il s'est simplement dit qu'il était bien plus malin que les flics de ce trou perdu, que ces types ne pouvaient pas être aussi brillants. Mais en fait, ils ont montré qu'ils étaient bien plus malins que lui. À l'issue de son procès, Bruce Molanen a été condamné à la peine de mort le 4 janvier 1994. Ainsi s'achève cette enquête exemplaire. Elle aura fait appel à de nombreuses techniques sophistiquées. Études de fibres, révélateurs chimiques, analyse balistique, graphologie, expertise de papier et emploi d'un lance-pierre pour localiser une pièce à conviction.
Le jour de sa mort, Judy, chasseuse et dresseuse de chiens, avait choisi de ne pas emporter son fusil pour profiter pleinement de la nature en compagnie de ses 5 épagnols. Sachez encore que le récit de ce fait divers hors du commun a donné lieu à un livre intitulé « Une lettre dans un pull », devenu un best-seller aux États-Unis. Eh bien, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Protected by the cliffs, safe from harm, through the tranquil fields and the rolling green, the peaceful hamlet keeps serene. Peaceful hamlet brings you to your knees. Tales to the modern day. Cet homme fait sa promenade matinale quotidienne. Mais aujourd'hui, il ne sera pas un jour comme les autres. Son chien va déterrer non seulement un crâne humain, mais aussi un passé qu'un tueur pensait enfoui à jamais. Voilà quelqu'un qui narguait la société en disant qu'il s'en était tiré à bon compte. Mais il allait bientôt être rattrapé par le système. On ne savait pas s'il était parti à l'étranger, entré dans la clandestinité, ou s'il ne voulait tout simplement pas qu'on le retrouve. On n'a droit qu'à un seul essai en médecine légale. On ne peut pas revenir en arrière, remettre le corps en place et le déterrer de nouveau. Tout était pratiquement intact. C'était comme faire passer une radio à une personne vivante. Même à ce stade, il prétendait que c'était un coup monté par la police. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film. Ce crâne était étroit et très allongé, et je me suis dit que ça pouvait être Harvey. Il était vraiment sûr de s'en tirer, que tout finirait bien pour lui. Entre lui et nous, ça allait être un combat à mort. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles, la série qui vous révèle, comme aucune autre, les coulisses de l'expertise criminelle. Lorsqu'un crâne humain est découvert sur une plage, enfoui dans une dune de sable, la police pense naturellement être en présence d'un homicide. La première préoccupation des enquêteurs consiste alors à identifier au plus vite la victime afin de pouvoir retracer la piste de son agresseur. Mais l'examen d'un squelette est un travail extrêmement minutieux et délicat. C'est pourquoi, en ce dimanche 26 mars 1995, la police de Sydney mobilise-t-elle aussitôt criminologues et médecins légistes. Scène de crime aujourd'hui à Botany Bay, après qu'un crâne humain a été déterré dans une dune. C'est un homme promenant son chien qui a fait la macabre découverte. Il était abasourdi, plutôt choqué, et il est rentré chez lui pour se reposer avec une bonne tasse de thé. Je ne crois pas qu'il s'attendait à ça un dimanche matin. L'identité de la victime reste à déterminer. La police locale a fait appel à un détachement spécial, l'équipe d'inspecteurs qui avait enquêté sur une série de meurtres commis dans le milieu des années 80. On avait là une scène de crime. Et on sait tous d'expérience qu'il y a des indices sur les lieux d'un crime. Le tout, c'est de les trouver. Il fallait d'abord déterrer les restes, tout en préservant tous les éléments pouvant faire l'objet d'une analyse médico-légale.
Avec la marée montante qui s'annonçait le même jour, on n'avait pas beaucoup de temps. La marée avait déjà découvert le haut du crâne. Elle pouvait donc fragiliser la zone où il fallait creuser. Sur la scène du crime, j'ai dit à Lyle qu'il fallait mettre en place un système de protection pour éviter de perdre ce qui pourrait s'avérer des informations et des preuves essentielles. En montant aussi près du crâne, la marée aurait très bien pu l'emporter. On a donc érigé un mur de protection avec des sacs de sable autour du squelette. Et on a stabilisé la zone en rajoutant du sable tamisé. On n'a droit qu'à un seul essai en médecine légale. On ne peut pas revenir en arrière, remettre le corps en place et le déterrer de nouveau. Il est impératif de s'occuper de tout dès le départ. On aurait pu retrouver des douilles, des balles, un élément révélant l'identité de la victime, comme un portefeuille dont se seraient débarrassés les tueurs ou bien l'arme du crime. Il fallait être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une preuve. Le squelette se trouve à environ 1,5 mètre de profondeur sous le talus. Actuellement, des membres de l'équipe de secours et un conducteur de tractopelle dégagent la végétation sur le haut du talus. La tractopelle a retiré pratiquement tout le sable au-dessus du corps, mais quand on a atteint le niveau où on pensait devoir commencer à creuser manuellement, il y en avait encore pas mal. Alors on a demandé au conducteur d'utiliser la pelle excavatrice. Il a commencé à creuser et malheureusement, à la première pelletée de sable, il y a eu une chaussure de cuir marron accrochée aux dents de la pelle. Ça ne m'a pas plu du tout. Quand la tractopelle a ramené la chaussure, je me suis dit « Oh non, j'espère qu'ils n'ont pas trop abîmé le corps ». Bien sûr, à ce moment-là, on a tout de suite rangé la tractopelle et on y est allé tout doucement, manuellement. Il est 17h25. On a retiré tout l'excédent de sable jusqu'à atteindre le niveau des sacs de sable qu'on avait posés auparavant. Ces 3 flèches bleues indiquent l'emplacement du crâne. À peu près par ici. On va continuer à creuser jusqu'à ce qu'on trouve les restes. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait du corps, on utilisait des outils de plus en plus petits. On a fini par se servir de pinceaux et de cuillères pour retirer le sable recouvrant les restes sans les abîmer. Il est maintenant 20h25, nous sommes le dimanche 26 mars 1995. Les restes du squelette ont été entièrement mis au jour. La chaussure gauche avait été trouvée plus tôt dans la journée, vous pouvez voir qu'elle n'est plus sur le corps. Il semble qu'il y ait des fractures près du poignet droit. La victime portait une ceinture de cuir à la taille et là on voit un morceau de métal corrodé qui pourrait bien être une boucle. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film, sauf que là, c'était bien réel. 1,89 m avec la tête dans cette position. On est arrivé à creuser sous le corps. Une couche de sable avait adhéré au reste. Et 2 policiers l'ont décollé en réussissant à faire coulisser une cordelette sous toute la longueur du corps. Ensuite, on a placé une civière sous le squelette. C'est bon, ça passe. Attention au niveau du bassin. J'étais très inquiet quand on a commencé à glisser la civière sous le corps. Tout s'est mis à bouger, le sable a commencé à s'effondrer, j'avais peur que ce soit un échec. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, ça se mettait en place de mieux en mieux. Et finalement, ça a marché. On a pu soulever le corps et le placer dans une housse mortuaire avant de l'emmener à la morgue. À ce stade, tout ce qu'on avait, c'était les restes d'un squelette humain, encore partiellement vêtu. Rien de plus. L'examen d'un squelette fournit aux experts une foule d'informations. Il permet de déterminer l'origine, le sexe, l'âge, l'état de santé et même le milieu social de la victime. Dans bien des cas, il renseigne aussi les enquêteurs sur les causes du décès. Une fracture particulière, par exemple, de l'os iliaque, indiquera
une mort par pendaison ou par strangulation. Pour ne pas risquer d'endommager les indices, parfois microscopiques, les policiers procèdent à l'exhumation du squelette avec d'extrêmes précautions. Il y avait plusieurs membres de la police, parmi lesquels un inspecteur de Port-Botany. Il m'a dit, on a trouvé un de vos corps, et j'ai dit, super, lequel? Ce secteur est considéré comme un dépotoir humain utilisé par les gangs dans les années 80. Et le corps pourrait bien être de cette époque. L'inspecteur m'a emmené pour me montrer le crâne. Ce crâne était étroit et très allongé, et je me suis dit que ça pouvait être Harvey. J'ai bien connu Harvey, alors je peux dire qu'il avait un visage long, très long et très fin. Harvey Jones était un petit délinquant, un simple voleur qui aurait bien aimé être un vrai gangster. Toujours bien habillé, toujours impeccable, avec un tas de bijoux clinquants. Il aimait le jeu et la boisson. C'était un minable, mais toujours tiré à 4 épingles. Un jour, il a disparu. Sa mère et ses sœurs étaient très inquiètes. À cette époque, la police a mené une enquête très sommaire. À cause de ses fréquentations, on ne savait pas s'il était passé dans un autre État, parti à l'étranger, entré dans la clandestinité ou s'il ne voulait tout simplement pas qu'on le retrouve. Il nous fallait une identification formelle des restes humains. Même si on pouvait supposer qu'il s'agissait de Harvey Jones, encore fallait-il en apporter la preuve. Et il fallait aussi prouver qu'il avait été assassiné. Étant donné la nature de l'affaire dans laquelle la police soupçonnait un acte criminel, il était très important d'examiner entièrement le corps le plus minutieusement possible. Littéralement, il fallait obtenir autant d'éléments que possible. La première chose à faire, c'était bien sûr une radio des restes, pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Sur la radio, on a vu de minuscules corps étrangers, des fragments de métal qui pouvaient correspondre au revêtement d'une balle. Et les 2 balles qu'on a retrouvées étaient très abîmées. Mais il était clair qu'elles avaient été tirées sur ce corps. En retrouvant 2 balles incrustées dans les os du squelette, la police a la confirmation que l'homme a bien été assassiné. Mais, en absence de restes biologiques, toute identification par échantillonnage d'ADN est impossible. La victime est-elle ou non Harvey Jones, le malfrat de ciné qui aimait se pavaner dans les boîtes de nuit? Il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer, à moins que les vêtements que portait le défunt n'en apportent la preuve. C'était incroyable de voir à quel point les vêtements étaient encore intacts. Le blouson était toujours là, on distinguait nettement les coutures latérales de ce qui avait été le jean, les boutons portaient encore des inscriptions. C'était un de ces blousons avec des pièces en cuir intégrées et on pouvait voir leur emplacement. Le tissu en nylon, l'entoilage et la doublure étaient intacts. On aurait presque pu remonter la fermeture éclair. Quand la disparition de Harvey avait été signalée en 1983, on nous avait dit qu'il portait un t-shirt d'une marque bien précise, FUS, F-U-S. Il l'avait acheté à l'étranger, au Qatar plus précisément. C'est sa sœur qui le lui avait envoyé. Mais ce n'était pas concluant. On ne peut pas se fier aux vêtements en eux-mêmes. Les gens peuvent en changer, il existe toujours plus d'un exemplaire d'un même t-shirt. On ne pouvait rien en conclure, il fallait aller plus loin. On s'est dit qu'on commencerait le processus d'identification par le dossier dentaire. On a donc demandé au dentiste s'il avait le dossier d'Harvey. Comme il avait dépassé la durée légale de conservation de 7 ans, il l'avait détruit. Alors j'ai dit au détective qu'on pourrait procéder à une superposition vidéo. Voilà, l'articulation est bien centrée par rapport à l'emplacement des dents. Ils m'ont donné une photo de Harvey où il souriait. On voyait bien ses dents. On avait donc un élément de comparaison pour les dents sur le crâne. On baisse un peu le crâne, un peu plus bas. Encore, encore. Ça va être bon. On y est presque maintenant. On utilise donc 2 caméras de télévision pour superposer les dents sur la photographie et la dentition du crâne.
On commence par la prémolaire côté gauche, on passe à la canine, qui est d'ailleurs étrangement usée, puis à l'incisive latérale, qui est d'ordinaire beaucoup plus petite. On arrive aux incisives centrales, formant un V au milieu, à cause d'une cassure, puis à l'incisive latérale droite. Ensuite, on regarde le profil des tissus mous sur le reste du crâne pour voir si ça correspond. De la droite vers la gauche, le contour de l'orbite, la position de l'œil, puis du côté gauche, le profil osseux. On reconnaît sur les tissus mous la position de cette imposante masse osseuse au-dessus de l'œil. Quand ils ont superposé les deux images, on a vu que c'était Harvey, ça sautait aux yeux. C'était assez déconcertant et assez terrifiant, un peu comme dans un film d'horreur quand le visage se décompose et qu'il ne reste plus que le crâne. C'était comme voir surgir le visage d'Harvey hors de son crâne. À ce stade, on avait la première identification formelle, pouvant être examinée en détail dans n'importe quel tribunal, prouvant que le corps qu'on avait déterré était bien celui d'Harvey Jones. Mais qui a tué cet homme de 29 ans, 12 ans auparavant? La police est en possession d'autres preuves cruciales, des preuves qui vont leur permettre de traquer le tueur. C'était une très belle photo. Elle avait été prise pendant un dîner. On voyait le homard dans les assiettes avec les verres de chardonnay. Entourant une jeune fille, un gars plutôt costaud d'un côté et Harvey Jones de l'autre. Ce gars costaud, celui qui partage le festin d'Harvey Jones, est un personnage bien connu des services de police. C'est Neddy Smith, le plus célèbre gangster des années 80. Né en 1944 d'une mère australienne et d'un père militaire américain qu'il n'a jamais connu d'ailleurs, c'est un homme redoutable et redouté. Une question se pose dès lors aux enquêteurs. Smith est-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans la fin tragique de Jones? Neddy avait une carrière de criminel. Il avait déjà de nombreux antécédents de vol, agression, vol à main armée. C'était un homme corpulent. Le seul moyen de le maîtriser aurait été de le frapper fort derrière la tête. C'était une personne très violente, mauvaise, vraiment quelqu'un d'ignoble. Mais Neddy Smith a des amis très puissants. Il disait lui-même qu'il était impliqué dans la corruption policière à grande échelle. Il avait le feu vert pour commettre des vols à main armée et participer au trafic de drogue. Ce gars était effectivement à l'abri des balles. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans la ville, absolument tout. Smith a admis publiquement et plusieurs fois qu'il bénéficiait de l'aide de la police, jusqu'à être déposé et récupéré sur les lieux de ses vols à main armée, dans des voitures de police, et à obtenir du matériel et des uniformes pour commettre ses crimes. Il connaissait donc les bonnes personnes. Et Harvey l'admirait pour ça. Harvey Jones idolâtrait Neddy Smith. Il voulait simplement être aussi tristement célèbre que lui dans le même domaine. Harvey Jones était un escroc plutôt médiocre dans le milieu. Il gagnait sa vie en tenant une maison close à Homebush. À une époque, il a été vendeur de voitures d'occasion. Il avait une forte personnalité, c'était un homme grand et maigre, il aimait aller se pavaner dans des pubs. Il portait toujours plein de bijoux en toque, très voyant. Il pensait fréquenter l'homme du moment, et qu'on le prendrait pour un véritable gangster s'il était en mesure d'aller boire un verre avec Neddy Smith et que ce dernier acceptait de lui parler. Mais il ne semblait pas avoir eu un effet bénéfique sur le business de Smith ou lui avoir attiré autre chose que des ennuis. Harvey a été accusé de plusieurs vols d'or monétaire. Il y avait un procès en cours. Il a dit qu'il avait rassemblé cet argent pour graisser la patte aux policiers, pour que les charges pesant contre lui soient abandonnées. Dans l'une de ses autobiographies, Neddy Smith aurait dit que trouver cet argent n'était pas difficile pour Harvey et qu'il comptait l'aider pour procéder à l'échange. Mais seulement 24 heures avant de conclure l'affaire, Harvey trouve le moyen de faire parler de lui, et pas en bien. Harvey a été impliqué dans un incident à la discothèque Shellas à North Shore. Il avait pour habitude de sortir son revolver au beau milieu de la piste de danse et de tirer au plafond. Les clients étaient terrifiés. Cet incident a donné lieu à des enquêtes de police et a tiré sur Harvey et sur les gens qu'il fréquentait une attention dont il se serait bien passé. Le lendemain, le 15 juillet 1983, Harvey Jones est censé payer une somme de 45 000 €
en échange du retrait des charges pesant contre lui. D'après sa mère, il avait rendez-vous avec Neddy Smith ce soir-là. Elle ne l'a plus jamais revu. Mais dans son livre, Neddy Smith prétend qu'Harvey n'est pas venu au rendez-vous et qu'après avoir attendu plusieurs heures, il a appelé Madame Jones pour lui demander où était son fils. Quelques jours plus tard, Smith a officiellement déclaré qu'il avait contacté la mère d'Harvey parce qu'il se faisait du souci pour lui. Personne ne l'avait vu, n'avait eu ses nouvelles, ou ne savait ce qui lui était arrivé. C'était une de ces enquêtes qui mènent à une impasse. Mais en dehors de ceux qui le connaissaient personnellement et qui avaient remarqué son absence, la disparition de Harvey Jones n'a pas vraiment provoqué d'inquiétude. Au cours des années suivantes, disparitions et meurtres dans le milieu s'emparent littéralement de la scène publique. La police de Sydney recherche les truands qui ont assassiné Barry Croft, 49 ans. Les coups de feu ont été tirés peu avant 19h, au beau milieu de la foule. Ça aurait pu se produire à bien d'autres endroits, mais la pègre préfère agir à découvert. Le corps criblé de balles de Barry McCann a été découvert à 6h30 ce matin par un agent d'entretien municipal. C'est l'œuvre d'un tueur professionnel. La police a retrouvé plus de 20 douilles sur les lieux. Le corps de Sally Ann Huckstep a été repêché aujourd'hui dans un bassin de Centennial Park. Michael Daniel Chubb rentrait chez lui après s'être acheté un fish and chips pour le déjeuner quand le tueur a frappé. Quand cette période de meurtre par balle a pris fin, une douzaine d'escrocs assez connus avaient été retrouvés morts et personne n'avait été inculpé. Le nom de Neddy Smith était lié à certains de ces hommes, mais il devait y en avoir beaucoup d'autres. Ces affaires avaient donc été classées comme des meurtres non élucidés. L'hécatombe qui scandalise l'opinion publique cesse en 1994 quand les forces spéciales de la police décident d'intervenir. Les arrestations se multiplient dans le milieu de la pègre et du grand banditisme. Figurant en tête de liste des hommes les plus recherchés, Neddy Smith est arrêté, jugé et condamné à une peine de prison. Arthur Neddy Smith a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un inconnu. Le juge de la Cour suprême a rejeté sa déclaration selon laquelle il était trop ivre pour savoir ce qu'il faisait. Un homme qui était sûrement le tueur le plus célèbre de la ville venait de commettre un faux pas à cause de sa conduite agressive. Neddy Smith a effectivement poignardé Ronald Flavel au ventre sur Coogee Bay Road. L'altercation a éclaté quand le conducteur de la dépanneuse a fait un appel de phare à la voiture dans laquelle se trouvait Smith. Aujourd'hui, le juge McInerney a condamné Smith, qui purge déjà une peine de 13 ans de prison pour vol à main armée, à la réclusion à perpétuité. Le moment critique était arrivé. Smith a été condamné à la prison à vie. Mais il avait encore le droit de demander sa mise en liberté conditionnelle, ce qui ne voulait pas dire qu'on la lui aurait accordée. Mais il pouvait la demander, et là, tout pouvait arriver. Neddy Smith met à profit les 3 premières années qu'il passe seul dans une cellule pour écrire un livre qui devient aussitôt un best-seller. Entre révélations et vantardises, le gangster avoue être l'auteur de 8 hold-up et d'un trafic d'héroïne à grande échelle. Et par contre, il nie farouchement les crimes de sang dont on l'accuse et il dénonce la corruption de la police de Sydney. Selon lui, nombre de policiers véreux l'auraient protégé en échange de pots de vin. Le livre connaît un tel succès qu'il est bientôt adapté à la télévision sous forme de série policière qui est diffusée à travers tout le pays. Dans les années 80, tandis que le prisonnier commence la rédaction d'un second livre de souvenirs, un détenu vient partager sa cellule. Et ce petit événement va tout changer. L'établissement commençait à être surpeuplé, et par pur hasard, un autre détenu est venu occuper sa cellule. Ils m'ont demandé si je voulais occuper la même cellule qu'un détenu dont j'avais entendu parler dans les médias ou que je connaissais par le système carcéral, mais sans me dire qui c'était. Ils m'ont conduit là-bas, ils m'ont enfermé dans une cellule et là, Neddy Smith est entré. Il était assez impressionnant. Physiquement, c'était un gars plutôt costaud. Il sait bien s'approprier l'espace où il se trouve. Il avait les yeux bleus très froids, un regard extrêmement perçant, c'est sûr, on n'en voit pas beaucoup comme lui. La police connaît ce détenu sous le nom de Monsieur Brown.
Monsieur Brown avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte en prison pour vol, agression, consommation de stupéfiants et d'alcool. Il faisait partie de ces gens qui ont perdu leur autonomie et qui survivent dans un environnement carcéral. On n'était que deux dans la cellule. Il faut bien parler à quelqu'un, alors on a commencé à discuter et on a noué des liens assez vite. À l'époque, il écrivait un livre et il s'est mis à me raconter certaines choses qu'il avait faites dont il pouvait parler dans son livre et d'autres qu'il valait mieux ne pas mentionner, parmi lesquels plusieurs meurtres. Des meurtres très violents, assez barbares. À ce moment-là, j'avais déjà passé pratiquement 20 ans en prison, mais là j'ai eu peur parce que je savais que c'était vrai. On entend des tonnes d'histoires en prison et c'est souvent des bobards, mais ce gars-là, on savait qu'il ne plaisantait pas. Neddy a commencé à se vanter auprès de lui de meurtres qu'il aurait commis. Et notre informateur était plutôt écœuré de la manière dont il lui parlait de ça, froidement, sans montrer aucune pitié. Il m'a parlé d'un meurtre en particulier. J'en ai fait des cauchemars ensuite. C'est là que je me suis dit qu'il était plus qu'un simple criminel et que je pouvais peut-être faire quelque chose. Alors j'ai contacté la police et l'opération a commencé. Avec la coopération de M. Brown, on a pu enregistrer de nombreuses conversations sur toutes ces affaires de meurtre non résolues, grâce à un magnétophone autorisé en cellule, mais relié à un système d'écoute. J'ai passé beaucoup de nuits blanches à penser à ça, aux conséquences, à me demander si j'en étais capable ou non. J'ai pas trouvé une seule bonne raison de renoncer. Je crois que Smith avait mentionné 14 meurtres au total. Certains liés au grand banditisme, certains à des arnaques entre dealers, d'autres étant des actes de vengeance. Parmi ces derniers figure le meurtre de Harvey Jones. M. Brown courait un très gros risque. Un seul mot inapproprié, Neddy n'était pas complètement stupide. Si Brown avait dit un truc qu'il ne fallait pas, ça aurait pu très mal tourner pour lui. J'espérais vraiment qu'il n'entende pas le magnéto tourner. Je ne pensais pratiquement qu'à ça. Mais il a persévéré et il a réussi à soutirer beaucoup de détails à Neddy. Pour pas mal de raisons, j'avais l'impression qu'il avait tué Harvey uniquement parce qu'il n'arrivait plus à le supporter. Je ne connaissais pas Harvey, mais il me paraissait être un joyeux fêtard, qui exagérait quelquefois, mais qui ne méritait sûrement pas de mourir uniquement parce qu'il avait contrarié quelqu'un. C'était comme ça à l'époque. Pour reprendre ses propres termes, Neddy dit dans son livre que la plupart des grands criminels ont couru à leur perte parce qu'ils parlaient trop, qu'ils révélaient trop de choses aux autres. Et là, il était tombé dans le même piège. Les enregistrements à eux seuls nous auraient permis d'inculper Neddy sur le champ. Mais ça aurait été plutôt stupide d'agir comme ça. Parce qu'avec un dossier qui repose seulement sur une confession, on ne va pas bien loin, on perd simplement son temps. Il n'y aurait rien eu de pire que d'inculper Neddy, puis de le voir ressortir libre. Ce qu'il faut trouver, c'est un corps. Pendant des mois, les enquêteurs fouillent le périmètre mentionné par Neddy sur les enregistrements. J'ai survolé la zone, je l'ai parcourue en voiture, je l'ai traversée à pied. À la fin, je la connaissais par cœur, mais je n'avais pas trouvé Harvey Jones. Et c'est un homme promenant son chien qui l'a trouvé. J'ai vu aux infos qu'un homme qui promenait son chien sur la plage de Botany avait trouvé des restes humains. C'était l'endroit dont Neddy m'avait parlé. Je me suis dit, je parie que c'est Harvey Jones. La première chose que je me suis dite, c'est « ça, c'est un dossier de Ned ». Et Neddy leur avait lancé un véritable défi.
On espérait que quelque chose dans ce corps nous permette de le relier à Neddy Smith et confirme ce que disaient les enregistrements. Il était vraiment sûr de s'en tirer, que tout finirait bien pour lui. Voilà quelqu'un qui narguait la société en disant qu'il s'en était tiré à bon compte. C'est notre devoir de s'assurer qu'on ne peut pas agir ainsi et s'en tirer comme ça. On devait tout faire pour le boucler et être sûr qu'il allait payer pour ce qu'il avait fait. Pour nous, ça ne faisait aucun doute que Neddy avait tué Harvey Jones. Mais pour pouvoir inculper quelqu'un de meurtre, il faut des preuves fiables et pas de simples soupçons. Malheureusement pour lui, Neddy était en prison depuis déjà quelque temps. Et il ne s'intéressait pas du tout à la médecine légale. Il était enfermé, il se sentait en sécurité et beaucoup de temps avait passé. Il pensait qu'on ne trouverait rien qui puisse le relier à la scène du crime ou au crime lui-même. La première étape du processus consiste à déterminer si les balles retrouvées lors de l'autopsie ont bel et bien été tirées avec le 357 Magnum dont parle Neddy. On n'avait pas beaucoup de preuves sur le plan balistique. D'habitude, quand on se rend sur les lieux d'un crime, il y a un corps et des douilles, des balles tirées. Une preuve irréfutable, en somme. Dans cette affaire, on n'avait rien de tout ça, excepté 2 balles retrouvées dans le corps, très corrodées et extrêmement abîmées. Dans des circonstances normales, si le projectile est récupérable et en assez bon état, on le pèse et on mesure son diamètre à l'aide d'un pied à coulisse. On regarde aussi les marques propres à chaque balle, les rainures et les irrégularités, en l'observant au microscope, ce qui nous donne une indication du type d'arme qui aurait pu être utilisée. Ici, c'est une vue latérale de la surface de la balle, et on observe effectivement l'un des repères permettant de procéder à l'identification. Le problème ici, c'est qu'on n'a pu identifier qu'un seul repère de manière partielle sur chacune des 2 balles. Les résultats des tests ne donnaient pas grand-chose, mais on a quand même ensuite utilisé notre matériel habituel dans ces cas-là. On a tiré des balles avec différentes armes de notre collection et on a conclu que les 2 balles avaient bien été tirées avec un 9 mm, un 357 Magnum. Certes, le calibre de l'arme utilisée pour tuer Harvey Jones coïncide avec celui de l'arme appartenant à Neddy Smith, mais les revolvers 9 mm, qui pour les tueurs ont l'avantage sur les pistolets de ne pas laisser de douille sur les scènes de crime, sont d'un usage courant dans les milieux du grand banditisme. Pour confirmer le lien entre les 2 armes et utiliser cette preuve devant la justice, les experts de la police scientifique doivent encore peaufiner leurs analyses. Les radios nous ont beaucoup aidés. Elles ont montré une fracture au niveau des côtes, sans aucun doute le résultat d'une blessure par balle. Il y avait de minuscules fragments de balles sur le pourtour de la fracture, indiquant qu'une balle était entrée dans la poitrine, probablement par l'avant, et avait selon toute probabilité touché le cœur ou les poumons. Pourtant, ça n'est pas suffisant pour l'équipe d'inspecteurs menée par John Lecoq. Pour eux, il faut encore davantage de détails et de précision. Je n'aime pas me contenter de préparer le terrain. Je préfère enfoncer le clou pour éviter qu'il puisse se produire un incident quelconque. Là, c'était du très haut niveau. C'était un malfaiteur de première classe, en quelque sorte. Et entre lui et nous, ça allait être un combat à mort. Alors on ne voulait rien laisser au hasard. On pouvait voir ça comme une revanche de la part de Smith. Les inspecteurs devaient surmonter ça et donc tout ce qu'ils faisaient devait être parfaitement légal. On était sur la bonne piste. Il fallait juste continuer comme ça pour resserrer le nœud coulant autour de son cou, pour qu'il n'ait plus aucune liberté de mouvement. Si on était allé trop vite, on aurait pu tout gâcher. S'il était ressorti libre, on ne le se serait jamais pardonné. Pour confirmer notre théorie, on a envoyé la côte fracturée du cadavre de Harvey à un expert de Melbourne pour analyse. On avait besoin de savoir s'il y avait des traces de plomb dessus. En fait, la police de Nouvelle-Galles du Sud m'a demandé d'examiner un certain nombre d'os. L'une des côtes était visiblement abîmée à un endroit. Ils voulaient savoir si c'était dû à une blessure par balle ou si ça pouvait avoir été causé alors que le corps était déjà enterré dans le sable.
La cassure était de forme conique, ce qui est typique d'une blessure par balle. Mais bien sûr, il s'agissait ensuite de le prouver, pas seulement de donner un avis. L'os est donc passé au microscope électronique à balayage afin que toutes les particules puissent être détectées et analysées. La présence de divers métaux lourds s'affiche à travers différentes images. Les éléments qui ont un numéro atomique élevé s'affichent comme une particule de couleur claire. Donc avec le fer et le plomb, on obtient des images très lumineuses. Et le plomb a une forme et une structure uniques. Un certain motif est généré qui correspond au plomb. Dans ce cas particulier, des particules de plomb et de calcium ont été détectées, le calcium venant des os. Donc la matière qui était sur les os était en fait du plomb. La découverte de particules de plomb sur l'os et autour de la cassure confirme que la détérioration était causée par un projectile en plomb, donc vraisemblablement une balle. Des preuves encore plus accablantes sont retrouvées sur les vêtements que portait Harvey le soir du meurtre. Quand j'ai commencé à examiner le blouson et le t-shirt, il a fallu faire la différence entre les preuves scientifiques et les effets de la décomposition. J'ai repéré ce que je pensais être un trou fait par balle sur le blouson en remontant vers le milieu sur la partie en nylon de la fermeture éclair. À part à cet endroit, le reste de la fermeture éclair était intact sur toute la longueur. Il y a aussi un trou bien visible dans le t-shirt d'Harvey. On a pu déterminer que le tissu était doublé au point d'entrée de la balle. Quand on superpose les deux morceaux de tissu, ça forme un trou parfaitement circulaire. On a mesuré les trous pour connaître le diamètre. Les deux trous du côté droit de la poitrine correspondaient à un projectile de calibre 38 ou 357 Magnum. La preuve médico-légale la plus importante qu'on a obtenue grâce aux vêtements, ce sont les trous dans le blouson du côté droit de la poitrine qui correspondaient à ceux du t-shirt du côté droit de la poitrine. On a pu déterminer nettement la trajectoire de la balle du point d'entrée dans le blouson en passant à travers le t-shirt pour finalement venir fracturer une côte dans la poitrine d'Harvey. On avait joué gagnant, on savait qu'on pouvait obtenir une condamnation. Le dossier médico-légal reliant Neddy Smith au meurtre d'Harvey Jones est solide. Les experts ont prouvé non seulement que le squelette enterré sous la dune est celui d'Harvey, mais aussi qu'il a été tué par balle et que l'arme est probablement un 357 Magnum. Une fois projetées hors du canon de l'arme, ces balles ont effectué une trajectoire parfaitement nette à travers le blouson et le t-shirt avant de frapper une côte dans la poitrine. Pas à pas, élément par élément, la police resserre son étau autour de Neddy Smith. Grâce aux enregistrements, elle sait maintenant avec certitude que le calibre du revolver qu'il dit avoir utilisé correspond à celui de l'arme du crime. Mais cette corrélation n'est pas suffisante pour lui attribuer l'homicide de Jones. Les enquêteurs se souviennent alors que Smith a également mentionné un homme qui l'accompagnait lors de la nuit fatale. Si cet homme, que la police décide d'appeler M. Green, acceptait de témoigner à charge, la culpabilité de Smith pourrait enfin être établie. La police lui avait déjà parlé et il ne s'était pas montré très coopératif. Mais quand le corps a été retrouvé, ça a confirmé certaines informations qu'on avait. Et là, il a décidé de coopérer avec la police. Monsieur Green travaillait comme chauffeur et coursier pour Neddy Smith à l'époque et il nous a raconté toute l'histoire. D'après M. Green, le 15 juillet 1983 au soir, il s'est rendu à l'hôtel Star à Alexandria, où il a retrouvé Neddy Smith et Harvey Jones. Dans la discussion, ils ont évoqué le fait que M. Green avait une affaire à traiter ce soir-là. Donc ils sont tous montés dans un fourgon et Neddy les a guidés jusqu'à un endroit aux alentours de Botany. Une fois arrivés, ils sont descendus du fourgon et Neddy Smith et Harvey Jones sont allés se promener sur la plage. Monsieur Green, suivant les instructions de Neddy, est resté près du fourgon pour surveiller les lieux. Peu de temps après, il a entendu un coup de feu. Neddy venait de tirer sur Harvey.
Monsieur Green a marché jusqu'à la plage et a vu Harvey étendu par terre. Neddy se tenait au-dessus de lui, une arme à la main. Ensuite, Neddy a ordonné à Monsieur Green de creuser un trou dans le sable, ce qu'il a fait à l'aide d'une pelle récupérée dans le fourgon. Il a creusé un assez grand trou. Ils ont mis le corps d'Harvey Jones dedans, ensuite ils sont partis. Ils sont retournés à l'Hôtel Star et ont continué leur petit train-train. Cette confession en elle-même est une preuve assez accablante, mais ce n'est que la parole d'un homme, et elle est contestable. Il fallait chercher les mobiles, en savoir plus sur lui. Il fallait savoir quel poids accorder à une telle confession. Mais ajouter au dossier constitué des enregistrements de la scène du crime, les analyses médico-légales, ça permettait de relier tous les éléments et dans un tribunal, Ned aurait été incapable de repérer une faille dans le raisonnement. L'individu au passé mouvementé bien connu à Sydney, Neddy Smith, est arrivé au tribunal inculpé du meurtre d'une personnalité du milieu il y a de cela 15 ans. Arthur Neddy Smith arrive sous bonne escorte au tribunal. Il va être jugé pour le meurtre du propriétaire d'une maison close, Harvey Jones. Cela fait 15 ans, jour pour jour, que ce dernier a été assassiné de 2 balles dans la poitrine avant d'être enterré dans une dune près de Botany Bay. La police affirme que Smith aurait attiré Jones à la plage pour lui soutirer 45 000 €, soi-disant destinés à l'inspecteur corrompu Roger Rogerson, en échange du retrait de charges retenu contre Jones. Son corps n'a été découvert que 12 ans plus tard. Les avocats de la partie civile affirme que Smith a confessé le crime dans un enregistrement effectué à son insu où il se vante d'avoir échappé à la justice. L'avocat de la défense a consenti sans protester à ce que ces enregistrements soient présentés comme preuve. L'unique défense de Neddy était donc de dire qu'il se vantait, qu'il avait menti ou quelque chose de ce genre. Son explication était de dire qu'il avait raconté n'importe quoi. Pour quelqu'un qui inventait des histoires, c'était assez précis et détaillé quand même. Il a dit qu'il l'avait testé, M. Brown, qui lui avait raconté son histoire pour voir si elle lui reviendrait par le bouche à oreille dans la prison, et il a affirmé que c'est ce qui s'est passé. Coup de théâtre aujourd'hui dans la salle d'audience lorsque le tueur présumé, Neddy Smith, s'est retrouvé face au compagnon de cellule qu'il a dénoncé. Quand j'y repense, je me dis que c'est sûrement l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais à l'époque, ça me semblait très simple, très facile. Juste avant d'entrer dans le tribunal, j'étais très nerveux, comme tout le monde, je suppose, de devoir parler en public. Mais une fois dans la salle d'audience, ça n'avait plus d'importance, sûrement parce que je disais la vérité. Je devais juste dire la vérité, je ne m'inquiétais plus de devoir accréditer des histoires. Le procès, qui comprend les preuves apportées par M. Brown et l'équipe médico-légale, dure 2 mois. Même avec toutes les preuves et toute notre assurance, on ne peut jamais savoir ce qu'un jury ferait ou pas. Il a délibéré pendant 3 ou 4 jours et le processus n'a pas été simple. Est-ce qu'on était passé à côté de quelque chose? Est-ce que le jury n'allait pas invoquer un vice de forme? Est-ce que, ne parvenant pas à une majorité, on allait ordonner un nouveau procès? Ou pire, prononcer l'acquittement? Le gangster le plus célèbre de Sydney va passer le reste de ses jours en prison. Arthur Neddy Smith a été déclaré coupable d'homicide. Il a purgé sa première peine de prison à 15 ans pour vol. Aujourd'hui, il a été condamné pour le meurtre du propriétaire d'une maison close, Harvey Jones. La juge Caroline Simpson a dit que Smith n'avait montré aucun remords, que le meurtre avait été prémédité, commis délibérément de sang-froid. Jones le gênait tout simplement. Cela prouve aussi que notre système judiciaire fonctionne, même pour un meurtre commis il y a 15 ans. Et plus important encore, à mon avis, même si Harvey Jones était un malfaiteur, sa mère, âgée de 80 ans, pourra enfin vivre en paix les dernières années de sa vie. Smith, qui purgeait déjà une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un conducteur de dépanneuse, aurait pu demander sa remise en liberté conditionnelle dans quelques semaines. Après le verdict dans l'affaire Jones, il n'en est plus question. Grâce au témoignage courageux de Mr. Green, corroborant les enregistrements réalisés par Mr. Brown, au péril de sa vie, Neddy Smith est renvoyé devant une cour d'assises sous l'inculpation de 7 homicides. Il est reconnu coupable de 4 d'entre eux, les preuves faisant défaut pour que les 3 autres puissent lui être attribuées. Ce résultat exemplaire, dû à l'acharnement des experts en criminologie, a permis à la justice de triompher d'un tueur persuadé de jouir de l'impunité en achetant la complicité de policiers corrompus.
Il y a eu une condamnation, et ensuite on a laissé tomber parce que le résultat final, c'est qu'il avait été condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui voulait dire qu'il ne sortirait pas. La manière dont le corps a été retrouvé, le lieu où il a été retrouvé, les blessures par balle, tout confirmait ce que Neddy avait avoué, et on pouvait prouver tout ce qu'il avait dit. Voir un jury convaincu sans le moindre doute que Neddy avait assassiné Harvey, c'était l'une des meilleures sensations que l'on puisse ressentir en tant qu'enquêteur. Ce n'est pas à la police de condamner quelqu'un, on se contente de donner les preuves au jury. Et dans cette affaire, on avait réussi à convaincre le jury que Neddy Smith avait tué Harvey. On a tous levé le bras en signe de victoire. On s'est félicité mutuellement et ensuite on est allé fêter ça. On était soulagés. On a joué contre l'un des meilleurs de l'équipe adverse en son temps et on a gagné. Mais pour John Laycock, la quête et la lutte continuent. Je dirais qu'il y a encore au moins 2 cadavres à Port Botany. Ce sont des victimes des tueries entre gangs dans les années 80. Et je ne serais pas surpris s'il y en avait d'autres. On n'a pas encore renoncé. Avant de refermer cette longue enquête, qui est aussi l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de la criminalité australienne, je tiens à vous apporter 2 informations complémentaires. Sachez donc tout d'abord qu'Eddie Smith avait épousé une certaine Debra, qui lui avait donné 6 enfants. Ayant divorcé au moment de la première incarcération de Smith, Debra avait dû abandonner la vie princière qu'elle menait pour devenir femme de ménage. Cependant, et en dépit de ses difficultés, Debra a toujours vanté les qualités paternelles de son ex-mari. Jamais elle n'a cessé de prendre sa défense et elle continuait de se rendre chaque week-end au parloir de la prison accompagnée de ses enfants. Bel exemple de fidélité et d'abnégation, vous en conviendrez. Sachez aussi que Neddy Smith a été frappé par la maladie de Parkinson dès l'âge de 36 ans, ce qui est rarissime. Lourdement handicapé, souffrant de troubles de la vision, de douleurs multiples, de paralysie, le gangster le plus redouté d'Australie donne aujourd'hui l'image d'un homme détruit, à jamais terrassé par un mal impitoyable. La justice des hommes, ou celle de Dieu, emprunte parfois des voies insoupçonnées. Merci d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.